bien, on va écouter maintenant différents acteurs qui ont d'ores et déjà engagé la réplicabilité des méthodes mises en place sur les ouvrages olympiques et paralympiques des Jeux ou qui s'en inspirent. Et pour cela, Diane Pouget, directrice générale adjointe de la Solidéo 2030, va nous rejoindre. Anthony Piqueras également. Il représente Ex-Paris 2024 et nouvellement Alpes 2030. Gérard Wolf, président du comité d'innovation de la Solidéo. Carole Ancelin, présidente du comité d'audit. Et puis on a avec nous Marilyn Guiry, qui est directrice générale déléguée de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, pour avoir un autre regard qui va nous sortir un petit peu de nos ouvrages olympiques et paralympiques. Et d'ailleurs, c'est avec vous, Marilyn, qu'on va débuter pour faire ce petit pas de côté, un petit peu à côté de cet événement sportif qui nous rassemble, même si au final vous avez eu la même deadline, ou quasiment. Vous êtes la directrice générale donc, de cet établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris. Et vous aussi, vous avez fini dans les temps la rénovation de la cathédrale. Tout d'abord, rappelez-nous un petit peu l'ampleur du chantier, s'il vous plaît. Alors, merci d'abord d'avoir associé un établissement public bien différent, qui n'avait rien à voir avec les Jeux Olympiques, à part peut-être pour monter les 424 marches vers les tours. Mais sinon, à part ça, n'était pas très olympique. Alors peut-être pour illustrer l'ampleur de ce chantier, peut-être d'abord commencer par des choses administratives en disant que ça représentait à peu près 150 appels d'offres, plus de 250 entreprises qui travaillaient au quotidien au chevet de la cathédrale, dans un espace qui n'est pas si grand, puisque la cathédrale n'est manifestement pas aussi importante que ça, donc des gros enjeux de coactivité. 340 000 donateurs, puisque nous avons fait cette restauration uniquement sur un financement de mécénat et de dons privés. Ça veut dire qu'il faut rendre compte de chaque euro utilisé. Une moyenne de 500 personnes, 500 compagnons et artisans d'art qui étaient là tous les jours. 700 compagnons au moment le plus fort du chantier, peu de temps avant la réouverture. Ah, évidemment, ce n'était pas toujours les mêmes, donc ce sont beaucoup de compagnons qui se sont succédés. Ça veut dire qu'on estime qu'on travaillait à peu près sur le chantier un peu plus de 2000 personnes, entre les personnes, comme je le disais, qui se sont succédées, les personnes qui travaillaient en atelier, puisque beaucoup de travaux ont été faits en atelier, puisque c'était un enjeu du respect du calendrier. Et puis évidemment, sans compter tout le back-office, si je puis dire, qui était au chevet de cette cathédrale. Peut-être en termes budgétaires, donc nous avons reçu 843 millions d'euros de dons, donc nous n'avions pas de problème d'argent, ce qui est quand même une chance inouïe. Mais nous avions fait le pari d'un budget quand même contraint. Donc un budget d'une phase de sécurisation qui a duré que tout de même 2 ans. Donc un budget 250 millions d'euros, puis un budget de restauration de 700 millions d'euros. Donc si vous comptez, vous voyez qu'il reste un peu d'argent. Il reste à peu près 140 millions globalement, qui nous permet de lancer une phase 3 de travaux que nous venons de lancer, qui permet de restaurer des pathologies antérieures à la cathédrale, mais qui est quelque chose d'un peu différent de la mission première et de notre objectif premier, qui était de rendre la cathédrale au culte et aux visiteurs, ce que nous avons fait en décembre dernier. Alors que le préfet de région se rassure quand même, l'établissement a bien une durée de vie limitée, et certes, il continue son chantier, mais il va s'arrêter quand même autour de 2028. Prochainement, voilà. En tout cas, pour réussir ce défi de rénover Notre-Dame de Paris dans un timing qui était très court, la clé a été, je crois, comme pour la Solidéo avec Paris 2024, de se mettre en marche très rapidement. Oui, effectivement. Et là, on voit que le pouvoir public nous a beaucoup aidés, puisque le président de la République lui-même s'est prononcé dès l'incendie, en fait, dès le lendemain de l'incendie, sur un cap de réouverture.
Et puis également sur la constitution d'un établissement public ad hoc, même si ça a fait grincer beaucoup de dents au moment où le général Georgelin a été désigné comme préfigurateur. Nous avons une loi donc qui est passée, enfin qui a été promulguée en mois de juillet 2019, c'est-à-dire quand même très peu de temps après l'incendie. Un décret d'application, cette fois publié au mois de novembre. Un premier conseil d'administration avec un vote du budget le 3 décembre 2019 toujours, avec une première équipe de préfiguration qui avait préparé ce budget, une petite équipe resserrée puisqu'il y avait 4 personnes. Et puis dès le 1er janvier 2021, tout le monde était au travail puisque l'essentiel des recrutements avait été effectué. Alors dites-nous un petit peu à partir de là, quelle a été votre méthode et est-ce que vous retrouvez au travers des récits qu'on a eus depuis ce matin des points communs, notamment dans tout ce qui est supervision, des points communs avec la Solidéo 2024? Alors énormément de points communs par rapport à ce qui s'est dit tout le long de la matinée. Évidemment, dans les deux cas, je le redis parce que je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous, on sait que ça nous a beaucoup porté d'avoir cette volonté politique très forte, d'avoir aussi cet appui politique au plus haut niveau de l'État, comme on dit habituellement, qui nous a vraiment aidés, y compris dans le cadre de nos relations avec les entreprises. D'avoir un budget qui avait été constitué de manière extrêmement sérieuse, en intégrant dès l'origine une provision pour aléas et imprévus, une provision pour hausse de prix également, avec un suivi très, très rigoureux qui nous a été aussi imposé par notre comité d'audit, puisque nous aussi nous avons un comité d'audit depuis la création de l'établissement public. Et je dois dire que si au quotidien, on a parfois eu l'impression que c'était quand même quelque chose qui constituait un poids dans l'exécution de nos process, il s'avère que c'est quelque chose qui a été extrêmement porteur, extrêmement intéressant dans nos tableaux de bord, dans la définition des jalons, dans la définition de nos aléas de chantier, dans l'élaboration de plan B, puisque nous en avons eu. Nous avons rencontré notamment des difficultés, heureusement avec des aléas que nous avions imaginés et qui se sont révélés mis en œuvre, avec l'approvisionnement des bois, avec des difficultés sur la couverture de la flèche de la cathédrale, et puis des aléas que nous n'avions pas imaginés, parce que même dans notre cartographie très sérieuse des risques, nous n'avions pas imaginé que nous aurions un président qui se casserait la figure lors d'une randonnée à montagne. Donc voilà, donc ce suivi très rigoureux, mais qui a payé, puisque aujourd'hui la Cour des comptes a salué cette gestion rigoureuse, dont j'avoue nous sommes assez fiers. Peut-être dire également un mot sur l'application de la réglementation. Or certes, le préfet de région a dit que nous avions, la Solidéo comme nous, une loi d'exception, mais alors une loi d'exception quand même assez limitée, parce que à part effectivement pour le recours à l'INRAP pour nos opérations de fouille, nous avons appliqué la réglementation complète en matière de commande publique, en matière d'urbanisme, en matière de code du patrimoine. Ce n'est pas forcément le plus simple, nous sommes dans un monument historique. Voilà. Et je crois que ce que nous avons partagé avec la Solidéo, c'est le fait que même si nous avions un calendrier extrêmement tendu, nous n'avons jamais transigé sur la qualité. C'était extrêmement important. Et vous savez que beaucoup de personnes se disaient à l'origine, ou nous disaient, ou nous reprochaient de ne pouvoir réaliser ce calendrier, de mettre en œuvre ce calendrier dans de bonnes conditions, sans une qualité un peu bâclée. Or, nous nous sommes attachés à avoir une qualité extrêmement importante. Voilà, le tout vous l'avez dit, dans un cadre normal, avec des réglementations à suivre évidemment. Ça, c'était pour les points communs. Peut-être un point de différence majeur, un seul maître d'ouvrage dans votre cas.
Alors, un seul maître d'ouvrage, mais aussi pas mal de partenaires, puisque nous avions évidemment la ville de Paris en point commun à notre conseil d'administration, mais nous avons aussi un partenaire important qui est le diocèse de Paris, clergé affectataire de la cathédrale, donc qui l'exploite au quotidien, et donc qui était aussi un partenaire sérieux, exigeant, parfois difficile. Donc, ce qui impliquait une comitologie toujours forte, mais toujours dans de bonnes conditions. Et parfois, nous aussi, ça nous est arrivé de nous engueuler avec les uns et les autres, mais toujours de manière bienveillante et constructive. Merci beaucoup, Marilyn, pour ce témoignage. On va donner la parole à Anthony Piqueras, directeur des sites et infrastructures de Paris 2024, et officiellement, depuis aujourd'hui, au même poste pour Alpes 2030. Donc, soyez le bienvenu dans ces nouvelles fonctions. Ne touchez à rien, normalement, tout fonctionne. Vous étiez donc, vous, le point d'entrée COJO pour la Solidéo sur ces Jeux de Paris 2024. Et j'aimerais qu'on évoque ensemble un chantier d'envergure, un exemple très concret. C'était les travaux du Grand Palais. À travers votre regard et votre expérience, qu'est-ce que vous retenez de ce projet-là? Je vois que ça crispe déjà. Non, pas encore. Ah non, c'est bon, ça va. Non, juste pour dire qu'on a choisi le Grand Palais parce qu'on cherchait des sites où on a eu quelques difficultés. Donc il faut bien avoir en tête, comme on se l'est dit, que sur 95% des sites, tout s'est bien passé. On a déjà parlé d'un où on s'était un petit peu chatouillé avec la Solidéo. Le Grand Palais en est un autre, avec aussi une contrainte particulière. On est de la même façon que pour Notre-Dame dans un monument historique, avec forcément toutes les problématiques liées à ça, des bâtiments de France, etc. Et il y avait ce travail qui a dû être fait depuis le début. Donc c'est un projet qui existait depuis de longues dates avant les Jeux. Les Jeux ont permis probablement de le faire ressortir ou accélérer, modifier également, et d'avoir le financement pour le faire. Mais c'est vrai que derrière, on est reparti dans un projet classique avec des ABF qui est forcément plus long, puisque les ABF ont la possibilité de demander un certain nombre de choses, et donc de modifier le programme, et avec cette contrainte à la fois olympique d'avoir une date fixe, et des ABF qui demandaient des choses nouvelles assez régulièrement. Donc il y a eu un travail très important, et il a fallu être particulièrement dans le contrôle. Et c'est vrai que ça a été un sujet avec mon ami Philippe qui est là-bas. Plus ça allait. Il est l'ami de tout le monde désormais. C'est ce qu'on aura compris de cette matinée. Puisqu'en fait, le retard et le risque avaient été identifiés relativement tôt. Des process de plans d'accélération ont eu lieu, mais ça a pris plus de temps. Et là, on avait aussi une problématique un peu unique sur ce site-là par rapport aux autres, que c'était un établissement public d'État qui parlait à un autre établissement public d'État, donc forcément avec des niveaux de discussion différents que quand on avait une collectivité. Quand Solido appuyait sur la collectivité, ça bougeait peut-être plus rapidement que si c'est État-État. Donc voilà, donc on a quand même eu... C'est un des sites qui a été le plus complexe, parce qu'on l'a terminé, donc il a été transmis à Paris 2024 le mi-avril, à la date prévue, sauf qu'il y avait quand même beaucoup de travaux qui n'étaient pas terminés, donc on a eu énormément de coactivité, ce qui a complexifié aussi bien nos travaux d'aménagement temporaire que les travaux pérennes, avec des problématiques de plomb, enfin beaucoup de problématiques complexes. On est arrivé et finalement tout s'est bien passé. Le premier jour, moi j'étais en bas du Grand Palais et tout le monde était impressionné par l'aspect du Grand Palais en mode olympique et paralympique. Mais ça a été un travail de tous les jours compliqué. Merci pour ce témoignage, Alexandre. Marilyn, tout à l'heure, nous parlait de la présence d'un comité d'audit. La Solidéo en avait un également. Carole Ancelin, vous êtes devenue présidente de ce comité d'audit après les Jeux. Il y avait un président également pendant les Jeux. Je voudrais que vous nous rappeliez tout d'abord quel était le rôle de ce comité d'audit. Bonjour Gaëlle, bonjour à tous. Tout d'abord, il faut rappeler qu'instaurer un comité d'audit au sein de la Solidéo, c'est un petit peu un tournant dans la gouvernance des établissements publics d'aménagement, parce que finalement, auparavant, peu, voire aucun, en était doté. Son rôle, il est fixé dans les statuts. Au sein des statuts de la Solidéo, il est prévu que le comité d'audit assiste le conseil d'administration. Et donc finalement, au sein de la Solidéo, le comité d'audit, il s'est positionné en appui
de la direction générale. Et aussi, il a développé une capacité d'alerte vis-à-vis du conseil d'administration. Donc, comment il a pu le faire? Il n'a pas regardé ce qui est traditionnellement, enfin, pas regardé uniquement ce qui est traditionnellement dévolu à ce genre d'instance, les aspects juridiques et financiers uniquement. Il est finalement devenu un véritable lieu d'échange et lieu de réflexion en appui à la maîtrise d'ouvrage avec un regard totalement extérieur. Et donc sur l'ensemble des sujets traités, sur l'ensemble des dossiers qui lui ont été soumis, sur l'ensemble des dossiers sur lesquels il s'est lui-même saisi, il avait un seul et unique prisme, la maîtrise des risques. Et donc finalement, c'est une mission, assister le CA, mais 4 rôles. Le premier, ça a été d'orienter l'action de la structure vers la maîtrise des risques. C'était assez naturel pour la Solideo, in fine, parce que, compte tenu de son objet, si on n'avait pas une approche de chacune des opérations par les risques, une approche de la structure par les risques, ça n'aurait pas fonctionné. Le deuxième rôle, c'est un rôle de conseil, comme je l'ai dit, et d'appui de la structure sur les choix opérés, justement, élaborer les plans B, essayer de définir à quel moment on doit basculer vers un plan B. Le troisième rôle, qui est aussi très important, c'est de jouer le rôle de filtre préalable au CA. Compte tenu de la gouvernance de la Solideo qui est très très large, on ne peut pas tout laisser remonter au CA, sinon on a un risque de blocage de la gouvernance. Donc ce rôle, il a été essentiel et il a été bien mené. Et enfin, c'était un petit peu dans la subtilité de la Solideo qui avait de la maîtrise d'ouvrage directe, mais aussi de la supervision. Le comité d'audit a eu cette capacité de porter une parole indépendante, extérieure, pour faire passer des messages sur les projets à risque, et en particulier sur ces projets qui étaient en supervision. Vous auriez un exemple concret à nous partager d'un moment où justement le comité d'audit a particulièrement aidé la Solideo ? Alors, je ne vais pas parler d'un exemple concret, opération comme l'était le Grand Palais, mais plutôt d'un moment, c'était le moment de l'audit global de 2022. Remettons-nous dans le contexte. Nous sommes à un petit peu plus de 2 ans de l'échéance et le gouvernement souhaite avoir un état des lieux précis de l'état de préparation quant à la tenue de l'événement qui est hors norme, et aussi un état des lieux sur les risques et les enjeux qui sont liés à cet événement. Pour la Solideo, ça a été assez naturel de confier la réalisation de cet audit à son comité d'audit. Et l'objectif de cet audit de 2022 a été double. Le premier, c'était faire le point sur les principaux risques qui pouvaient affecter la structure Solideo, mais aussi les opérations. Et le second, c'était vérifier en fait l'effectivité des dispositifs de suivi et de contrôle. Donc, qu'a fait le comité d'audit ? Il s'est appuyé sur les travaux qu'il avait déjà réalisés. Il a aussi eu l'humilité de dire qu'il ne pouvait pas tout faire et donc demander de l'appui à des conseils externes sur des objets spécifiques. Et finalement, il a réussi à analyser l'ensemble des dispositifs de suivi des risques, de reporting, de pilotage. Et puis, il a évalué les risques opérationnels, les risques financiers, les risques de structure que pouvait rencontrer la Solideo. Il ne s'est pas contenté de cette analyse assez à plat. Il a fourni des recommandations que la Solideo a su mettre en œuvre derrière et qui ont contribué finalement, alors c'est peut-être un but en tant que présidente du comité d'audit, mais en tout cas, ça a permis de contribuer à la réussite de l'ensemble des opérations et qu'on peut constater tous aujourd'hui. Merci Carole. Gérard Wolf à vos côtés est le président du comité innovation de la Solideo depuis la fin des Jeux, c'est ça, sur la phase héritage. Vous, de la même manière que Carole, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consistait, à quoi servait ce comité innovation ? Alors ce comité innovation, il servait à pousser dans leur retranchement tous les opérateurs et en particulier toutes les entreprises. Je vais revenir sur la question des entreprises, pour qu'elles délivrent le plus possible quelque chose de nouveau. Pas nouveau pour faire joli, mais nouveau avec 3 axes. Nouveau au plan de décarbonation. Je rappelle qu'on avait promis au CIO une empreinte carbone diminuée de moitié. On a fait on a été vérifié 2743 fois. On est arrivé à moins 47%. Ce qui est quand même assez extraordinaire, et je reviendrai sur l'écho que ça a au plan international. Le deuxième, c'était le plus possible économie circulaire.
Là aussi, on va y revenir. Et le troisième, c'est accessibilité. D'ailleurs, depuis ce matin, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, alors que sur l'ensemble des JO, disons, de l'ère moderne, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est les athlètes qui l'ont dit. Les para-athlètes, à la fin, sont venus voir aussi bien Étienne que les différents responsables, et aussi les nôtres, pour dire, franchement, on a eu des jeux comme on n'avait jamais eu. Parce que, pardon, je vais utiliser un mot qui va peut-être vous choquer, mais le fauteuil roulant, c'est fastoche. Il suffit de faire des rampes. Sauf que le handicap, c'est pas que le fauteuil roulant, c'est toutes les autres formes de handicap. Et là-dessus, on a fait des efforts considérables. Donc, c'est tout ça qu'il a fallu mettre en œuvre et essayer de faire que ce soit fait dans les temps. Si je peux juste garder, j'ai aussi une autre casquette qui est au MEDEF, je suis président d'une des commissions pour l'international. Et je voudrais dire ici quelque chose qu'on a vaguement effleuré ce matin, mais je pense qu'avec ma casquette de l'affreux patronat, il faut que je le dise aussi, l'anticipation, c'est pas rien. Nicolas était venu me voir avec cette autre casquette parce qu'il savait que je m'occupais de villes durables et donc d'opérateurs qui sont théoriquement en train de construire des villes, quoi. En tout à fait début 2018, la première réunion qu'on a faite pour les entreprises françaises, et elle date du 2 octobre 2018. Vous voyez l'anticipation par rapport à 2024. Cette première réunion, il y avait plus de 70 entreprises. Elle nous a énormément servi tout au long du process. Je dis ça notamment pour 2030, bien sûr, et pour les autres opérateurs. Il faut anticiper au maximum. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une préférence française sur les appels d'offres. Vous savez très bien qu'on était tous scrutés pour vérifier qu'on était parfaitement conformes aux appels d'offres internationaux, etc., etc. Mais ça veut dire qu'on a motivé les entreprises françaises qui, du coup, elles l'auraient fait de toute façon, mais enfin, elles étaient encore plus motivées pour gagner les appels d'offres avec, à chaque fois, les logiques de décarbonation, d'accessibilité si elles étaient concernées, et bien sûr d'économie circulaire. Vous avez décidément beaucoup de casquettes, puisque aujourd'hui vous avez une mission auprès du ministère des Affaires étrangères et du MEDEF pour faire savoir à l'étranger, porter la bonne parole hors de nos frontières. Qu'est-ce que vous constatez quand vous leur parlez des Jeux Olympiques et Paralympiques ? Alors, la première chose que je constate, c'est que, je ne sais pas où est Kevin, je vois Michele, je vois ceux qui sont encore à bord. Voilà, Kevin, il est juste là-bas. Je constate qu'ils en ont tous ras-le-bol, et moi le premier, pour qu'on soit clair, des délégations étrangères. Alors, c'est vu à l'envers, si je puis dire. Des délégations étrangères qu'on a reçues, je vois que Yann est là aussi, on en est à plus de 200 là. Plus de 200. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ce qu'on appelle maintenant génériquement les méga events, pas moi qui ai inventé le terme, c'est l'agence de l'ONU qui s'occupe des questions d'habitat. Les méga events qui sont les JO, qui sont tout ce qui se décline. Parce que vous avez les JO, vous avez les JO de la jeunesse, vous avez les Coupes d'Afrique des nations, vous avez les Coupes du monde, de tout ce que vous voulez. Ces méga events sont devenus évidemment de gros événements sportifs, évidemment, ou pas que sportifs, hein, parce que les expos universelles, c'est dans le même style. C'est des éléments dans lesquels, pardon, c'est des opérations dans lesquelles les boîtes veulent s'investir et qui sont chaque fois des marqueurs de... On avance sur les éléments que j'ai déjà indiqués, décarbonation, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce que on n'a pas arrêté. Bien sûr qu'on a reçu des gens de Los Angeles, bien sûr qu'on a reçu des gens de Brisbane, bien sûr qu'on a reçu, je ne donnerai pas de nom, plusieurs délégations candidates pour les Jeux de 2036. Et je ne donne pas les noms parce qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on en parle. Donc nous, on les a reçus en promettant avec presque des rideaux noirs partout pour être sûr qu'ils ne soient pas vus. Mais ça fait partie de notre job. Ça fait aussi partie de l'excellence française et du fait qu'on puisse dire, bah oui, ça a été fait avec pas nécessairement des entreprises que françaises, mais aussi avec des entreprises françaises, et surtout avec une maîtrise d'ouvrage
où on a exigé ça, ça et ça. Ça, c'est très, très, très utile. Et c'est vrai qu'il y a un appétit aujourd'hui pour tout ce qui est organisation on time, on budget, qui est quelque chose d'assez rare dans les derniers événements olympiques et qui fait dire à certains que si on arrive à faire aussi bien que nous, bah, ce sera bien. Et moi, je suis sûr pour 2030, il n'y aura aucun problème. Mais le problème, c'est à l'étranger, pour un tas d'opérateurs dont c'est les premiers pas dans la grande aventure, en particulier sur les pays africains. Comité d'innovation, comité d'audit. Carole, vous avez travaillé comment ensemble pendant toute cette période ? Alors, il y a un lien de fait, c'est que le président du comité d'audit assiste aux réunions du comité d'innovation. Et de manière plus simple, finalement, le comité d'innovation, il avait déjà cette approche par les risques, parce qu'il y a un risque d'image, si finalement l'innovation qui était retenue par le comité d'innovation n'en était pas une. Et puis, il y avait un risque de ne pas pouvoir délivrer dans les temps si finalement on choisissait une innovation qui n'avait pas la capacité à être livrée d'ici l'échéance des Jeux. Donc en fait, on se réunissait sur l'approche par la maîtrise des risques. Pardon, je voulais juste commenter très rapidement 2 ou 3 des éléments qu'on voit là, parce qu'en matière d'innovation, c'est toujours intéressant de montrer le quotidien. Là, au milieu, vous avez des fauteuils qui sont dans plusieurs des arénas, qui sont en plastique. En fait, c'est des bouteilles de plastique recyclées. Alors, vous allez me dire, ça existait déjà. Oui, mais il y a un petit truc en plus, c'est qu'avant, on était obligé d'enlever les bouchons parce qu'on ne savait pas les recycler de la même manière. Pardon, je rentre dans la technique, mais il n'y avait qu'à pas inviter un ingénieur. Donc, ça, on les a mis au point. Et puis, il y a un élément social. Vous voyez qu'à chaque fois, ça a été réalisé par une association qui en a profité pour faire bosser des gens qui étaient au chômage et pour mettre des jeunes sur la même logique, non pas d'être au chômage, mais de faire bénéficier la région. C'est d'une des villes concernées pour qu'ils se rendent utiles pour ça, pour les Jeux. Et puis, je ne vais pas tout commenter, j'ai commencé juste celui là-haut. Alors vous allez vous dire, pourquoi diable y a-t-il une photo de pavé ? C'est une excellente question. C'est la première fois dans le monde, et c'est le comité d'innovation qui a poussé, qu'on fait des pavés qui non seulement absorbent la flotte, mais rendent la flotte quand il pleut. C'est-à-dire que, par définition, des Jeux Olympiques, ça se fait plutôt en été, il fait plutôt chaud. On a approuvé en comité d'innovation quelque chose qui paraît complètement idiot, mais même les Japonais sont venus voir comment ça marchait. C'est le mélange, au lieu d'être alors on va faire facile, au lieu d'être du ciment, prenez toutes les formes que vous voulez, c'est pas grave. On a mélangé ça avec des coquillages. Or, le principe d'un coquillage, c'est que quand il y a de la flotte, il garde la flotte. Et quand il fait chaud, la flotte remonte sous forme de vapeur, mais de vapeur d'eau fraîche. C'est complètement idiot, il n'y a aucun process mécanique, électrique, je veux dire, donc il n'y a pas de carbone. Ben, c'est quelque chose que nos camarades de Brisbane sont venus observer en se disant « Non mais c'est un gag, c'est un gadget ou c'est sérieux ?» Et ils en ont conclu que c'était ni un gag, ni un gadget de ces Frenchies qui inventent toujours des trucs pour faire chic, mais que c'était quelque chose qui valait le coup qu'on s'en occupe. Voilà. Rapidement, Gérard, à part les pavés qui rentrent de l'eau, les étrangers, les organisateurs d'événements étrangers, ils regardent notre méthode, la méthode de la Solidéo, avec quelle vision ? Est-ce que justement ça les intéresse, tout ce qu'on a dit ce matin, cette méthode, cette supervision ? Ça les passionne, au fond, pour 3 raisons. La première, c'est que ils ne pensaient pas qu'on irait si loin. Le CAO, je ne sais pas si on a une image du CAO, bon, c'est pas grave. Le CAO, vous voyez ce que c'est ? C'est l'ensemble de piscines qui est en face du Stade de France. Je le dis comme ça pour faire court, centre aquatique. Quand on voit un responsable dans le monde, les centres aquatiques, comme vous savez, c'est une horreur du point de vue équation thermique, parce qu'il faut de l'air conditionné, il faut recycler l'eau, il faut les vitres, enfin, c'est une horreur. Chaque fois, c'est mon jeu préféré, enfin,
nous tous qui voyons les délégations étrangères, on leur dit, à votre avis, énergie consommée, combien, qu'est-ce qu'on récupère? On gagne à tous les coups. 90% de l'énergie utilisée par le CAO, aujourd'hui en fonctionnement, est de l'énergie, comme on dit en français, ENRR, c'est-à-dire renouvelable ou recyclée, récupérée, avec la chaleur des ordinateurs, etc. Ça veut dire que si moi je suis une ville de Los Angeles et que j'exploite, si je prévois que j'ai une consommation énergétique de 100, en fait, je vais avoir une consommation énergétique à payer que de 10. C'est ce genre d'exemple sur lesquels, effectivement, aujourd'hui, on est plus que interpellé. Je termine quand même par autre chose, c'est l'accessibilité. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a une très forte volonté, en particulier chez les pays, pardon de le dire comme ça, mais jeunes, au sens... c'est la première fois qu'ils organisent quelque chose comme... C'est pas Los Angeles, on leur apprend rien là-dessus. Et Brisbane, les Australiens, ils sont bien en avance. Mais quand on parle, notamment à nos collègues du Maroc, on a un partenariat pour la Coupe du Monde de foot. Moi, je suis rugbyman, alors je connais rien, mais il y en a une en 2030. Et ils sont passionnés par ces questions d'accessibilité en particulier. Quand on leur parle de tout ce qu'on peut faire pour aller plus loin, ça, c'est quelque chose qui marche très fort. Merci beaucoup, Gérard. Diane, je vais vous donner la parole. Vous êtes la directrice générale adjointe de la Solidéo 2030. La méthode, on l'a entendu tout à l'heure dans les propos de Damien Robert. Évidemment, j'imagine qu'elle est au quotidien, dans votre quotidien. Rappelons peut-être en 2-3 mots quand même le contexte de la création de la Solidéo Alpes 2030. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, je le rappelle, même si effectivement Damien Robert l'a déjà dit tout à l'heure, peut-être pour illustrer dans quel contexte a été créé Solidéo Alpes 2030. Le Comité international olympique a retenu la candidature des Alpes françaises en juillet 2024. Une mission de préfiguration, peut-être à l'instar de ce qui avait été fait par Notre-Dame, a été mise en place dès octobre 2024, et ce qui a permis la création de Solidéo Alpes 2030 en février 2025. Alors ça peut paraître assez vite, et en même temps, effectivement, l'un de nos grands enjeux, c'est que pour le coup, pour les JO d'hiver 2030, il faut que Solidéo Alpes 2030 ait livré les ouvrages pour septembre 2029 à peu près, ce qui nous laisse 4 ans devant nous, et ce qui déjà sur les 6 ans de Solidéo 2024 était une gageure. Je vous laisse imaginer effectivement en termes de calendrier quelle est l'équation assez redoutable effectivement qui est devant nous pour les Alpes 2030. On l'a déjà dit, effectivement, Solidéo Alpes 2030, effectivement, elle va être à la même mission que Solidéo 2024, donc une double mission, veiller à la livraison des ouvrages olympiques, bien sûr, mais est tout aussi important, en tout cas à mon sens, assurer un héritage utile, durable et adapté aux territoires de montagne. Je pense que ça fait aussi parfaitement. Donc ça implique quelques différences avec Solidéo 2024, au-delà du calendrier. C'est notre portefeuille d'opération. Les Jeux d'hiver auront cette particularité de se dérouler non pas sur un seul cluster, mais 4 clusters différents, à Nice, Briançon, Savoie et Haute-Savoie, avec donc 4 villages olympiques et effectivement une répartition des épreuves. Alors, bien évidemment, comme pour Paris 2024, en fait, nous aurons une très large réutilisation des sites sportifs existants, en tout cas au cœur de la candidature française. Et notre portefeuille comprendra également des infrastructures de mobilité décarbonées, comme des ascenseurs valléens ou un bus à haut niveau de service avec une voie réservée à Briançon. En volume, Damien a donné quelques chiffres tout à l'heure, mais ça représente 1/3 de l'investissement de Solidéo 2024. Donc on pourrait penser qu'en termes d'implication, c'est un peu moins important. C'est néanmoins 2/3 d'opérations, et on sait en fait que la complexité d'un maître d'ouvrage, elle n'est pas forcément liée à la taille financière des opérations, mais plutôt effectivement au nombre des opérations et à chacun leur écosystème. L'autre particularité de Solidéo Alpes 2030, c'est que nous porterons, peut-être à contrario de Solidéo 2024, une part importante de maîtrise d'ouvrage directe sur l'ensemble de ces opérations, compte tenu des échanges avec les collectivités.
Mais voilà, mais je l'ai déjà dit en introduction, effectivement, c'est surtout le calendrier qui est vraiment un défi peut-être encore plus important et sur lesquels, effectivement, enfin, voilà, l'appui de Solid 2024, la capacité à ne pas réinventer, mais à rebondir effectivement sur cet héritage est absolument fondamental. Damien le disait tout à l'heure, en mai dernier, vous étiez 3 seulement. Depuis, vous vous structurez, et ce, à vitesse grand V. Oui, alors tout à fait. Notre structure, en fait, elle va beaucoup s'appuyer, celle de Solid 2024, avec bien évidemment un secrétariat général et l'ensemble de ses fonctions support, qui sont presque les missions au sein de Solideo de Alpes 2030, qui ont les premières accueilli des collaborateurs pour mettre en place l'ensemble des process qui vont guider notre action. Une direction de la maîtrise d'ouvrage, parce que je le disais, effectivement, avec un certain nombre d'opérations que nous aurons en maîtrise d'ouvrage directe. Et bien évidemment, nous reprenons cette notion de supervision avec une direction des supervisions qui encadrera l'ensemble des maîtres d'ouvrage olympiques, dont les promoteurs des villages olympiques. Damien l'a dit tout à l'heure, effectivement, au-delà de la mission de préfiguration qui a mobilisé 3-4 personnes, hein, pas beaucoup plus, je crois. Fin avril, Damien était le seul à bord, effectivement, de l'aventure Solideo Alpes 2030. Nous sommes une vingtaine aujourd'hui, nous serons 40 en fin d'année. On va monter à peu près à 60 au premier trimestre 2026. Donc effectivement, c'est à la fois effectivement des collaborateurs à recruter, un collectif à créer, des process à déterminer. Alors bien évidemment, il y en a une partie qui existe déjà et qu'on copie-colle, si je puis me permettre, sur celui de 2004. Et en même temps, il y a un enjeu effectivement d'appropriation, d'intégration. On a essayé de réunir effectivement une équipe assez diverse en termes d'expérience, de maîtrise d'ouvrage. Il nous faut tout à la fois effectivement partager les savoir-faire de Solideo 2024, mais aussi, j'allais dire, partager nos propres expériences de façon effectivement à créer ce collectif. Mais cet héritage de Solideo 2024 nous permet de mieux baliser cette montée en puissance. Parallèlement, je disais, on a 4 ans devant nous pour livrer. On n'a pas tout à fait le temps de faire ça en série, donc il nous faut le faire en parallèle. D'ores et déjà, effectivement, en parallèle de la montée en puissance, l'ensemble des opérations ou des ouvrages qui constituent la candidature française pour 2030 ont été expertisés. Alors d'abord, effectivement, sur l'aspect réglementaire, de la faisabilité environnementale aussi. Ce sont des conclusions que nous présenterons à notre conseil d'administration début octobre prochain, avec un très gros travail effectivement sur la faisabilité et sur le dimensionnement au coût de ces ouvrages-là. Le travail sur les calendriers, Solideo 2024, on a beaucoup parlé sur la création de marge, il est encore un peu devant nous, sur l'organisation et la définition de toutes les autorisations administratives également. Mais là-dessus, effectivement, nous nous employons déjà, bien évidemment, avec j'allais dire la complexité, en tout cas, l'appui très fort des préfets de département, des préfets de région, pour effectivement, j'allais dire, mobiliser l'ensemble des services instructeurs autour de ces projets-là pour être effectivement au rendez-vous de 2030. Alors tout ce travail, bien évidemment, on lance les opérations aujourd'hui, calendairement les plus sensibles. Et tout ce travail d'expertise, il doit aboutir courant 2026, même si on a des opérations qui ont déjà été lancées. Pour chaque opération, à cette négociation d'un contrat d'objectifs, une convention d'objectifs sur le modèle mis en place de celui 2024, puisque pour le coup, effectivement, ce sera vraiment un des piliers fondateurs effectivement, de la méthode de supervision. Il n'y a pas de page blanche cette fois-ci, on l'a rappelé tout à l'heure. Peut-être quelques mots, même si Damien, on a parlé tout à l'heure de ce qui est votre gros projet, à savoir la patinoire, pour avoir les enjeux, les étapes qui vous attendent. Alors sur la patinoire, effectivement, on en a parlé un peu tout à l'heure. Effectivement, c'est la seule infrastructure neuve de la candidature française pour 2030. Donc c'est une patinoire avec une capacité d'un peu plus de 10 000 places en jauge olympique qui redescendra un petit peu en l'héritage à 5 000 places permanentes et 2 000 places fixes et une patinoire secondaire. Ce qu'on peut en dire, effectivement, alors pour le coup, c'est un gros ouvrage. Donc, effectivement, en 4 ans, il fallait absolument qu'on puisse lancer la consultation des entreprises dès maintenant. On recourront au marché global de performance, on l'a dit. C'est une manière, une fois que le contrat sera signé, de fiabiliser l'opération. Entre-temps, il faut qu'on passe un contrat qui reflète à la fois les besoins du territoire niçois en termes d'héritage, les besoins des Jeux Olympiques, l'ensemble de nos ambitions environnementales et sociales. Et tout ça, c'est un travail, effectivement, alors, qui avait été bien anticipé par la ville de Nice en termes de besoins au titre de l'héritage
héritage. On a hésité effectivement à mon arrivée début mai à publier dès le mois de juin ce lancement ou à prendre un peu de temps pour stabiliser l'ensemble programmatique. En fait, j'allais dire, les contingents juridiques nous ont un peu obligés à revoir notre calendrier pour avoir un dossier complet avant le lancement de la consultation. Bien nous en a pris. Ça nous a permis effectivement de mieux calibrer certaines dispositions. On évoquait tout à l'heure le centre Aquatite et Flora Dancourt. Je crois que c'est M. Morgan qui l'évoquait. Flora a travaillé avec nous. On a eu un vrai travail de retour d'expérience de Paris 2024 pour expliciter dans ce contrat-là l'ensemble effectivement du mécanisme de remise des ouvrages au COJO demain. Alors, ça peut paraître un peu tôt, et en même temps, effectivement, c'est des clauses importantes, effectivement, pour permettre à nos entreprises de chiffrer correctement les ouvrages et qu'on ait pu aller aboutir à ce point-là. Ça paraît un peu tôt, mais c'était une anticipation vraiment importante pour bien prévoir au contrat les dispositifs. Ce qui fait que c'est un contrat, effectivement, qui dispose de tout l'ensemble des clauses contractuelles en termes de gestion des écarts. On en a parlé. On en a profité aussi, alors que même que le COJO se structurait, pour partager le programme avec l'ensemble des fédérations internationales. Donc c'était un peu, comment dire, on retravaillera, hein, parce que pour l'instant c'était un peu avec les mains et c'était un peu artisanal. Donc voilà, on s'est retrouvés effectivement avec l'ensemble des fédérations internationales. On s'est rendu compte qu'on était les seuls francophones de l'ensemble. Donc pour le coup, donc on a déroulé la réunion en anglais. C'était pas si simple que ça, on n'est pas bien préparé. Et alors ça peut paraître anecdotique, mais en attendant, effectivement, retour d'expérience grâce à la mobilisation de l'ensemble des experts glace, que nous ne sommes pas sur la patinoire. Nous nous sommes rendus compte effectivement que notre patinoire de 26, qui manquait 4 mètres de large et 4 mètres de longueur à notre patinoire secondaire. Donc pour le coup, c'était une rectification heureuse avant de lancer effectivement la consultation. Merci beaucoup Diane. Anthony, vous avez cette expérience de 10 années à Paris 2024 au cœur de l'organisation de ces Jeux. Quels enseignements vous pensez pouvoir transposer dans ce grand projet que sont Alpes 2030 ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que l'humain et la collaboration qu'on va avoir avec Solideo est très très importante, d'autant plus que le comité d'organisation, contrairement à 2024, qui était bien en avance sur Solideo, là c'est l'inverse. Solideo s'est créé avant le comité d'organisation, et on va dire que les opérationnels du comité d'organisation commencent globalement aujourd'hui. On est 3 ou 4 anciens Paris 2024 à commencer aujourd'hui, et c'est vrai que cette collaboration est hyper importante, d'autant plus la différence géographique entre Solideo à Marseille et le COJO à Lyon fait que la proximité n'existe pas. Alors, étant basé moi-même à Marseille, ce n'est pas tout à fait un détail. L'idée est vraiment que je puisse être dans les locaux de Solideo relativement souvent pour travailler ensemble et pour créer cette proximité. Il faut savoir que pour 2024, quand Solideo s'est créé, ils ont été hébergés par Paris 2024, on en a parlé, et c'était très bien parce que dès qu'il y avait un sujet, tout de suite on descendait d'un étage et on pouvait échanger, prendre des décisions rapidement. Ils ont déménagé assez rapidement de l'autre côté de la gare Saint-Lazare, donc on peut se dire c'est pas si loin, c'est 10 minutes à pied. Et déjà on a senti une différence de proximité parce que il fallait faire 15 minutes à pied aller-retour et on le faisait moins. Le Covid étant passé par là, il y a eu en plus les visios qui se sont installés et ça a encore éloigné les gens, et donc il y a vraiment ce besoin de proximité et avec un concept géographique éclaté tel qu'il existe, il va falloir qu'on voit comment on arrive à créer des équipes qu'on appelle clusters, donc on a 4 clusters, un à Nice, un en Briançonnais, un en Haute-Savoie, un à Savoie, de voir comment les équipes Solideo et COJO peuvent travailler ensemble et être dans les mêmes locaux sur les clusters aussi pour créer cet esprit d'équipe et permettre d'avoir aussi cette acculturation au jeu dont Nicolas a parlé. On avait emmené Nicolas et Henri à Pyeongchang, on avait fait des visites à Londres, à Budapest sur des équipements similaires pour voir comment on arrivait à comprendre les besoins. Et donc il faut qu'on crée ça et qu'on amène cette connaissance et la chance de pouvoir avoir les Jeux 6 ans après Paris fait qu'il y a des gens qui savent et il faut qu'on arrive vraiment à travailler là-dessus, encore plus avec le retard pris à l'allumage, qui est lié au process de décision, mais qu'il va nous falloir rattraper.
Merci Anthony. Carole, il y aura un passage de témoins également entre le comité d'audit 2024 et le prochain pour 2030 ? Alors oui, bien évidemment. Bien évidemment, tout simplement déjà parce que l'État et l'ensemble des partenaires des Jeux ont tiré un petit peu les enseignements de la réussite de 2024 et finalement ont dupliqué dans la structure les comités d'audit. Les comités 2024 ont été consultés par les comités 2030, qui d'ailleurs comportent en leur sein, alors pas forcément du côté de la Solidéo dans l'intégralité, mais des acteurs de Paris 2024. Et puis, pour faire très très simple et très concret, se tient cette semaine la première réunion du comité d'audit de la Solidéo 2030. Et à l'ordre du jour, il est prévu un rétex du comité d'audit de 2024. Tout à l'heure, on évoquait la fin prochaine de Solidéo 2024. Il en est de même pour le comité d'audit. Il s'arrête en même temps ou dès la livraison des Jeux, son activité est un peu réduite. Alors, j'ai vu les équipes encore présentes au sein de la Solidéo dodeliner quand Nicolas Ferrand a dit mars 2024, c'est bon, il n'y avait plus grand-chose à faire. Du côté du comité d'audit, on peut constater qu'il reste quand même beaucoup de choses parce qu'après la livraison pour les Jeux, il y a l'héritage pour les populations et les territoires. Et ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'opérations à finaliser, à mettre en œuvre. Et donc le comité d'audit, depuis la livraison en fait, des ouvrages, a vu son rôle légèrement se recalibrer, notamment parce qu'il y a une décroissance plus ou moins progressive des équipes de la Solidéo. Donc ça a conduit le comité d'audit à s'intéresser aussi spécifiquement à la gestion de la charge, qui est quand même important dans cette phase charnière d'héritage. Et puis aussi, on se retrouve dans une phase où, une fois qu'on a livré, il y a la gestion des éventuels contentieux. Donc le comité d'audit a aussi ce rôle-là. Là, vous l'avez dit, d'ici à la fin de l'année, la Solidéo n'aura plus d'équipe physique en propre. Le comité d'audit s'est beaucoup intéressé à cette phase préparatoire à l'adossement à Grand Paris Aménagement. Ça ne veut pas dire que le comité d'audit s'éteindra. Il y aura, comme je l'ai dit, en fait, dans la phase d'héritage, il y a encore beaucoup d'opérations qui restent à finaliser, beaucoup de risques qui restent à maîtriser, à identifier. Et donc, la Solidéo, ayant une fin juridique en 2028, il n'y a pas véritablement de raison de s'arrêter là. Vous auriez un conseil pour ces entités qui n'auraient pas encore de comité d'audit ? En quoi il faut se doter d'un comité d'audit ? Alors, un comité d'audit, c'est un outil très puissant. Christian Mourougan l'a évoqué au travers de l'OPIC. Mais ce n'est pas un comité qui va pour tout le monde. Il faut quand même réserver cet outil puissant là où c'est nécessaire. Sinon, on va avoir un éparpillement des experts. Les experts, ils ne courent pas non plus les rues non plus. Donc, on risque de se retrouver dans des conflits déontaux. Donc, il faut les réserver dans les endroits où il y a un vrai sujet de risque, un vrai sujet d'enjeu, d'ampleur. Ensuite, je n'aurai pas un conseil, mais 3. Le premier, c'est au niveau des experts. Il faut se doter d'experts en la matière et pas faire un comité d'audit qui duplique les membres du CA. Sinon, ça ne sert à rien. Il faut avoir aussi et réussir à trouver des experts qui ont la capacité à dégager du temps, parce qu'un comité d'audit, ça prend du temps. Et enfin, des experts qui s'engagent dans la durée. Entre la constitution du comité d'audit de la Solidéo en 2018 et la livraison des Jeux, il n'y a eu qu'un seul départ au sein du comité d'audit. Donc en fait, la longévité des membres, c'est vraiment la clé du succès. Ensuite, le deuxième conseil, il est plutôt du côté de l'entité. C'est un changement dans les modes de faire du côté de l'entité, parce qu'il faut que l'entité accepte les règles du jeu d'un comité d'audit. Ça signifie qu'il faut que l'entité soit totalement transparente vis-à-vis de son comité d'audit et qu'elle donne un droit d'accès intégral aux équipes et aux documents. Il ne faut pas qu'on fournisse au comité d'audit des reporting ad hoc. Ça ne marche pas. Il faut que ce soit les reportings qui soient utilisés par les équipes. Et comme ça, on en juge le mieux. Les documents, il ne faut pas avoir une synthèse quelconque qui soit réalisée. Il faut les documents en brut. Donc, c'est aussi pour ça que ça prend du temps. Et le dernier conseil, c'est que il faut surtout envisager la constitution des outils et des procédures dès le départ. On ne va pas se dire on a du temps pour constituer les outils et les méthodes. Il faut le faire dès le départ et en se donnant, alors c'est en étant représentante de la direction du budget que je dis ça, en se donnant les moyens
humains et financiers nécessaires pour ce faire. C'est un gain de temps absolu pour la suite et c'est vraiment un véritable... Ça permet en fait au comité d'audit de devenir un outil puissant. Merci Carole, on parle de contexte budgétaire contraint. Gérard, dans ces cas-là, on pourrait se dire bon, bah, on innovera plus tard. C'est au contraire absolument essentiel de garder l'innovation au cœur et d'avoir des comités d'innovation. On la garde, d'abord on la garde et on la propose à Solideo 2030, puisque pas plus tard que dans 3 jours, on a notre dernier comité innovation et qu'on a invité nos collègues de 2030 pour qu'ils voient un petit peu ce qu'on a fait. Après, ils décideront bien ce qu'ils veulent. Peut-être pour ce qui est de conserver un œil acéré sur les réalisations, puisque certaines ne sont encore pas tout à fait terminées, en particulier dans les 34 projets qu'on a retenus. Il y en a qui sont en fin d'opération, mais nous, on bascule tout ça sur Grand Paris Aménagement. Donc, y compris d'ailleurs quelques personnes qui vont rester dans Grand Paris Aménagement. Donc, le suivi et la clôture des dossiers, puisqu'il y en a certains qu'il faut même clôturer au plan financier, elle sera opérée dorénavant par GPA. Alors évidemment, dans GPA, le côté Solideo, et en particulier communauté à innovation, sera dilué, ça c'est logique. Mais je pense que ce qui ne sera pas dilué, c'est la volonté des maîtres d'ouvrage, en particulier, de valoriser leurs propres innovations. C'est ça qui est important. Et après, c'est à eux de le faire, c'est plus à la Solideo ou au comité d'innovation qui lui-même n'existera plus. Mais on s'emploiera dans tous les salons internationaux et autres, tout ce qui est méga event, justement, à valoriser ce qui a été fait. Merci beaucoup. Le dernier mot pour Diane. On va conclure cette matinée. Finalement, tout ce qui a été fait par Paris 2024, Solideo 2024, c'est un booster ou une énorme pression ? Oui, on avait préparé la question ensemble. Mais les deux, bien évidemment. J'allais dire qu'effectivement, je crois que de mon expérience de maître d'ouvrage, enfin là, je salue la prouesse exceptionnelle de celui 2024 d'avoir livré en temps et en heure. Et je crois que, enfin, vous l'avez déjà tous dit, mais je le redis encore, effectivement, sans quelque part renoncer en termes de qualité ou de coût dans un budget maîtrisé. Alors que de mon expérience, effectivement, souvent ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il faut être assez fort sur tout l'ensemble de ces 3 périmètres, effectivement, pour livrer des belles opérations. Mais c'est celle-ci, effectivement, qu'on livre avec j'allais dire, la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes. C'est exigeant au quotidien, effectivement, et ça donne ce type de résultat. Mais je salue vraiment à nouveau la prouesse de Solideo 2024. La particularité de Solideo 2024, alors j'aurais rêvé faire ça dans tous mes postes précédents, cette capacité à avoir fait ce retour d'expérience. D'habitude, effectivement, quand les établissements ont d'autres choses et qu'on renouvelle le plan de charge, on se dit toujours qu'on va le faire, puis on le fait vachement moins rarement. Et là, il y a une qualité, effectivement, de retour d'expérience qui est extraordinaire. Donc, c'est une pression supplémentaire pour Solideo 2030, parce qu'il faut qu'on fasse au moins aussi bien. Et ça, effectivement, c'est un exemple qui nous oblige. Et effectivement, et on l'a dit tout au long de cette matinée, et en même temps c'est un booster parce que pour le coup c'est cet héritage. Alors c'est un héritage en termes de méthode, c'est une expérience, c'est une méthode. C'est aussi effectivement des équipes prêtes à nous transmettre, et ça je le souligne. On l'a beaucoup dit, l'humain est au cœur. On a une partie technique dans nos métiers de maître d'ouvrage, mais je crois qu'effectivement l'humain, la capacité de maïeutique d'un maître d'ouvrage, c'est vraiment au cœur aussi de nos métiers. C'est exactement le sens de notre présence ici aujourd'hui pour Solideo 2030. On est présent avec l'ensemble de notre comité de direction qui est à plein depuis fin août. On poursuivra cet après-midi dans les ateliers. On enchaîne effectivement avec un temps d'échange, juste nous, Solideo 2030, Solideo 2024, demain matin. Et donc voilà, c'est un moment de transmission important pour nous, pour inventer une maîtrise d'ouvrage à la hauteur des défis olympiques, à la hauteur des défis contemporains, adaptés pour nous au territoire de montagne. Merci beaucoup Diane, merci à vous toutes et tous d'avoir été là ce matin pour partager à nouveau ces expériences, cette expérience, et puis vous projeter bien sûr sur le prochain grand événement qui va nous rassembler d'ici quelques années.